Pendant le cours de chimie, le directeur m'a appelé par le haut-parleur. Est-ce que Daisy Williams est à l'école aujourd'hui? Ma professeure, Madame Hara, a appuyé sur le bouton de l'interphone. Oui, la voix du directeur a résonné. Confinement maintenant. Ce n'est pas un exercice. La façon dont il l'a dit m'a glacé le sang. Madame Hara a crié « Sous les bureaux! Lumières éteintes! Bougez! Bougez! Bougez !» Personne n'a rien dit, mais nous pensions tous la même chose. Il y avait un tireur. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il venait pour moi. Quelques minutes plus tard, nous avons entendu des sirènes, puis des cris. Madame Hara a essayé de nous calmer et nous a dit que ce pourrait être un malentendu, mais ses mains tremblaient. Elle n'arrêtait pas de rafraîchir son email sur son ordinateur portable comme s'il lui donnait des mises à jour en direct. Les cris sont devenus plus forts et ce n'était plus une seule voix. Plusieurs personnes dans différentes parties du bâtiment. Puis nous avons entendu un bruit sourd dans le couloir, comme du métal qui se cogne ou quelque chose qui s'écrase violemment. Les gens ont commencé à pleurer et à murmurer que le tireur était juste devant la porte. Et je les ai crus. Pia m'a serré la main et ses paumes étaient moites. Je pouvais voir la classe de Monsieur Kids de l'autre côté du couloir à travers la vitre de notre porte. Les lumières étaient déjà éteintes. Il n'y avait aucun mouvement, juste de l'obscurité là où 20 enfants auraient dû se trouver. J'ai regardé notre professeure et pour la première fois de ma vie, je l'ai vue pleurer. Elle s'est assise avec nous, a serré dans ses bras les plus jeunes enfants et nous a dit que tout irait bien. Mais au bout d'un moment, elle s'est levée à nouveau et est retournée à son ordinateur portable. Puis, nous l'avons entendue, des pas qui couraient devant notre porte. Boum, boum, boum. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Il fallait que je regarde. 2 ambulanciers couraient dans le couloir, poussant une civière à roulettes, de celles que l'on voit dans les émissions médicales quand quelqu'un a une crise cardiaque. « Éloignez-vous de la porte, Daisy », a murmuré Madame Hara, la voix tremblante. Elle aussi avait peur. Je me suis assise et je leur ai immédiatement envoyé un SMS pour leur dire ce que j'avais vu. Même Madame Hara s'est levée lentement et s'est glissée jusqu'à la porte pour regarder par la fenêtre avant de l'ouvrir. C'est alors qu'elle s'est ouverte violemment. Le directeur était là avec un vrai policier qui avait la main sur son arme. « Toi? Daisy, viens avec nous immédiatement. » Ma pire peur s'est confirmée. Le tireur les avait envoyés, ou peut-être pensait-il que j'étais impliquée d'une manière ou d'une autre. Madame Hara m'a regardée, confuse. « Prends tes affaires, ma chérie, » a dit Madame Hara. Et cela m'a effrayée plus que tout, car en 3 ans de cours de chimie, elle ne m'avait jamais appelée « ma chérie ». Chacune des personnes me regardait pendant que je prenais mon sac à dos, les mains tremblantes. Le couloir était un chaos total. Plus de policiers que je n'en avais jamais vus au même endroit. J'ai entendu un ambulancier crier « On le perd, bougez !» Pendant que nous passions en trombe devant nous, mes camarades de classe étaient collés aux fenêtres des portes de chaque pièce, me regardant être escortés par la police comme si j'étais une criminelle. Ils m'ont dirigée vers le bureau principal, mais nous avons dépassé la réception et sommes entrés dans la salle de conférence. Le policier a finalement parlé. « Ton père est là. » Eh bien, mes parents sont divorcés et je ne l'avais pas vu depuis l'âge de 7 ans. Alors maintenant, j'étais vraiment confuse. Papa, il m'a serré si fort que je n'arrivais pas à respirer et tout son corps tremblait contre le mien. Je suis tellement désolée, bébé. Je suis tellement désolée. Mon père, un ancien marine, qui m'encourageait toujours à être stoïque et à refouler mes sentiments, pleurait à chaudes larmes. Pourquoi est-il désolé? Que se passe-t-il? Y a-t-il un tireur? Y a-t-il des morts? Je me suis écartée pour le regarder et il a pris mon visage dans ses mains. Ses mains étaient glacées. Il n'y a pas de tireur, bébé. Il y a eu un accident. Ta mère est allée courir ce matin et un conducteur ivre l'a percutée et s'est enfui. Elle n'a pas survécu. Elle est partie. Le directeur s'est éclairci la gorge. Nous allions te chercher et elle est morte. Terence est tombé par les escaliers arrière. Il a eu un grave traumatisme crânien et l'intervention d'urgence s'est mêlée à... J'ai arrêté d'écouter après ça. J'ai mis la manche de mon sweatshirt dans ma bouche et j'ai crié aussi fort que j'ai pu. Mes genoux ont cédé et la douleur était si réelle que j'ai continué à me cogner la tête contre le sol encore et encore. « J'allais à la banque, » a murmuré papa, « pour déposer de l'argent pour ton voyage de fin d'année. Je voulais te faire une surprise. » Plus tard dans la nuit, j'étais couchée dans mon lit, fixant le vide, quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais quelque chose m'a fait regarder. C'était un fichier vidéo joint. Là, ma mère faisait du jogging sur le trottoir dans sa veste Nike rose.
Puis une voiture est apparue au bout de la rue. Maman a levé les yeux et a vu la voiture. Puis elle a fait quelque chose qui m'a glacé le sang. Elle a souri et a fait ce stupide salut. 2 doigts sur le front, puis elle a pointé le même salut ridicule qu'elle avait fait à mon père chaque matin depuis son service militaire. Même après le divorce, elle plaisantait en disant que c'était de la mémoire musculaire. J'ai laissé tomber mon téléphone. Ce n'était pas un conducteur ivre. Maman connaissait la personne dans cette voiture, et il la connaissait aussi. Je suis restée à fixer l'écran de mon téléphone dans la pièce sombre, rejoignant la vidéo encore et encore. Chaque fois que je la regardais, ce salut me tordait davantage l'estomac. La main de maman est montée à son front, 2 doigts tendus. Puis elle a pointé devant elle avec ce petit sourire sur son visage. La 10e fois que je l'ai vue, j'ai remarqué autre chose. La voiture s'est arrêtée 1 seconde quand elle a fait le salut, comme si le conducteur s'assurait que c'était bien elle. Mes mains ne cessaient de trembler. Je n'ai pas pu dormir après ça, alors j'ai attrapé mon ordinateur portable sur mon bureau et j'ai commencé à chercher en ligne. D'abord, j'ai tapé « salut militaire à 2 doigts » et j'ai obtenu des tonnes de résultats. C'était appelé un salut scout, quelque chose que les vétérans faisaient comme un salut interne pour se reconnaître mutuellement. L'article disait que c'était comme une poignée de main secrète pour les personnes qui avaient servi ensemble. Cela signifiait que qui que ce soit qui avait tué maman était probablement aussi militaire. Probablement quelqu'un que papa connaissait de leur époque dans l'armée. Mon cerveau n'arrêtait pas de tourner avec ces informations toute la nuit. Quand le soleil s'est levé, je me suis traînée dans la cuisine où papa était déjà en train de faire des œufs. Ses mains tremblaient beaucoup quand il a versé le café dans sa tasse, et la moitié s'est répandue sur le comptoir. Il a regardé la flaque pendant quelques secondes avant de prendre des serviettes en papier. Je voulais lui montrer la vidéo de toutes mes forces, mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être qu'il savait déjà plus qu'il ne le disait, ou peut-être que le voir le briserait complètement. Nous avons pris notre petit déjeuner sans parler, juste le bruit des fourchettes raclant les assiettes. Retourner à l'école était complètement irréel. Tout le monde me regardait dans les couloirs comme si je pouvais me briser en morceaux. Certains enfants murmuraient quand je passais. D'autres me lançaient ces regards tristes qui me donnaient envie de fuir. Madame Hara m'a prise à l'écart après le cours de chimie pendant que tous les autres sortaient. Elle m'a demandé si j'avais besoin de délais supplémentaires pour mes rapports de laboratoire et mes devoirs. J'ai juste hoché la tête parce que je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre que cette vidéo qui tournait dans ma tête encore et encore. À l'heure du déjeuner, Pia m'a trouvée assise seule dans un coin de la cafétéria. Elle m'a donné une énorme étreinte qui a duré une éternité et j'ai recommencé à pleurer. Bien que je pensais que je n'avais plus de larmes, elle n'a posé aucune question, ni n'a essayé de me faire parler. Elle s'est juste assise là avec moi pendant que j'essayais de manger le sandwich que papa avait préparé, mais il avait le goût de carton dans ma bouche. Chaque bouchée était difficile à avaler. Je ne supportais plus d'être à l'école, alors j'ai séché la dernière heure et j'ai marché jusqu'à la rue où maman est morte. Il y avait des fleurs partout, certaines fraîches et d'autres se fanaient sous la pluie qui avait commencé à tomber. Les gens avaient laissé des cartes et des mots disant combien ils étaient désolés. La pluie faisait sentir à toute une odeur de papier mouillé et de plantes mourantes. J'ai remarqué des traces de pneus fraîches sur le trottoir que la pluie n'avait pas encore effacées. Elles se courbaient légèrement comme si la voiture avait dévié sur le trottoir exprès. Ce soir-là, de retour à la maison, j'ai finalement trouvé le courage de répondre au numéro inconnu. Mes doigts ont tapé « Qui es-tu » et j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir me rétracter. Immédiatement, 3 points sont apparus, indiquant que quelqu'un écrivait à l'autre bout. Les points sont restés là pendant près d'1 minute, puis ont disparu complètement. Aucun message n'est arrivé, mais au moins je savais que quelqu'un regardait, quelqu'un qui voulait que je sache la vérité. Papa a commandé de la nourriture chinoise pour le dîner, en commandant tous les plats préférés de maman, même si elle n'était pas là pour les manger. Nous nous sommes assis à table avec trop de nourriture entre nous. Au bout d'un moment, il a commencé à me raconter son premier rendez-vous dans un restaurant chinois près de la base militaire. Il a dit que maman commandait tout trop épicé et faisait semblant que ça ne lui brûlait pas la bouche parce qu'elle voulait avoir l'air dure. Sa voix s'est brisée quand il a parlé de la façon dont elle a bu 3 verres de lait quand elle pensait qu'il ne la regardait pas. Puis, il s'est excusé pour aller aux toilettes et je l'ai entendu pleurer à travers la porte. Plus tard dans la nuit, je l'ai entendu au téléphone dans son bureau. Sa voix était en colère et il continuait à dire des choses sur « garder la bouche fermée » et « ne pas causer de problème ». Je me suis faufilée jusqu'à la porte pour mieux entendre. Il a mentionné quelque chose à propos de vieilles dettes et obligations. Puis il a vu mon ombre sous la porte. Il a raccroché rapidement et a ouvert la porte,
me disant que c'était juste des trucs de compagnie d'assurance sur la police de maman. Mais les compagnies d'assurance n'appellent pas à 22 heures, et elles ne rendent certainement pas papa si effrayé. Le lendemain matin, l'école a été encore pire que la veille. Les rumeurs volaient partout sur la raison pour laquelle j'avais été sortie de classe pendant le confinement. Les enfants inventèrent des histoires folles sur ce qui s'était passé. Certains disaient que ma mère était impliquée dans quelque chose d'illégal. D'autres disaient qu'elle devait de l'argent à de mauvaises personnes. Un garçon s'est approché de moi dans le couloir et m'a demandé si ma mère était la tireuse du confinement. J'ai dû m'éloigner avant de le frapper à la figure. Mes poings étaient si serrés que mes ongles laissaient des marques sur mes paumes. L'heure d'étude était la suivante et je ne pouvais pas me concentrer sur mes devoirs, alors j'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à chercher. J'ai tapé « délit de fuite », plus le nom de notre ville sur Google encore et encore avec différentes dates. La plupart des résultats concernaient d'autres accidents il y a des années. Mais ensuite, je l'ai trouvé. Un petit article de presse d'il y a 2 jours avec seulement 3 phrases sur ma mère qui a été percutée en faisant du jogging dans Maple Street. L'article disait que la police enquêtait et demandait à toute personne ayant des informations de contacter le commissariat. C'est tout. Il n'y avait aucune mention du conducteur ou de la voiture ou de quoi que ce soit d'utile. J'ai ouvert un nouveau document sur mon téléphone et j'ai commencé à écrire tout ce que je savais. L'heure était 6h47 du matin selon le rapport de police que papa m'a montré. L'emplacement était Maple Street près de l'intersection avec Oak. Maman a fait ce salut, ce qui signifiait qu'elle connaissait le conducteur. Quelqu'un m'a envoyé cette vidéo d'un numéro inconnu. Regarder ma liste m'a fait réaliser à quel point j'avais peu d'informations. Seulement un tas de questions et une vidéo floue prouvant que maman reconnaissait son meurtrier. Après l'école, je ne pouvais pas rentrer directement à la maison, alors j'ai marché par le long chemin en passant devant la First National Bank où maman se rendait ce matin-là. Dès que je suis entrée, la caissière de la première fenêtre a levé les yeux, et ses yeux sont devenus larmoyants. Elle est sortie de derrière le comptoir et m'a serrée dans ses bras, ce qui m'a semblé étrange car je ne l'avais jamais rencontrée auparavant. Elle m'a dit que maman venait chaque semaine et parlait toujours de moi. Elle a dit que maman était tellement excitée de me surprendre avec de l'argent pour le voyage de fin d'année à Washington, D.C. Maman avait économisé pendant des mois et allait déposer le dernier versement ce matin-là. La caissière continuait de s'excuser comme si c'était d'une manière ou d'une autre sa faute que maman n'ait jamais atteint la banque. Je suis partie en me sentant pire qu'avant parce que je savais maintenant que maman était morte en essayant de faire quelque chose de gentil pour moi. Ce soir-là, je faisais mes devoirs quand mon téléphone a vibré avec un autre SMS du numéro inconnu. Cette fois, c'était juste une adresse sans message. J'ai reconnu le nom de la rue immédiatement parce qu'elle n'était qu'à 2 pâtés de maison de l'endroit où ma mère a été heurtée. Mes mains ont commencé à trembler en regardant l'adresse. Quelqu'un voulait que j'y aille et on m'avait déjà montré qu'ils avaient des informations sur la mort de maman. J'ai dit à papa que j'allais chez Pia pour travailler sur un projet de groupe. Il a à peine levé les yeux de son ordinateur portable où il remplissait des formulaires d'assurance. J'ai attrapé mon vélo dans le garage et j'ai pédalé aussi vite que j'ai pu jusqu'à l'adresse. C'était une petite maison en briques avec une pelouse parfaitement entretenue et l'une de ces sonnettes vidéo qui regardent la rue. C'est là que ça a fait tilt dans mon cerveau. Cette caméra de sonnette aurait enregistré toute voiture passant ce matin-là. Mes jambes se sont senties faibles en marchant vers la porte et j'ai sonné. Une femme âgée aux cheveux gris attachés en chignon a ouvert la porte et m'a regardée pendant un long moment. Elle m'a demandé si j'étais seule, et quand j'ai hoché la tête, elle s'est écartée pour me laisser entrer. Elle a dit que son nom était Georgia Rhodes et qu'elle m'attendait. Son salon avait des housses en plastique sur tous les meubles et sentait ses désodorisants branchés. Georgia n'arrêtait pas de regarder par la fenêtre à travers les stores comme si elle cherchait quelqu'un. Elle m'a dit qu'elle avait eu trop peur d'aller à la police avec ce qu'elle avait. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a juste secoué la tête et a dit « On ne sait jamais qui est impliqué dans ces choses. » Ses mains tremblaient autant que les miennes quand elle a ouvert son ordinateur portable sur la table basse. Elle a cliqué sur des dossiers jusqu'à ce qu'elle en trouve un intitulé avec la date à laquelle ma mère est morte. Il y avait des dizaines de fichiers vidéo de la caméra de sa sonnette classés par heure. Elle a cliqué sur celui de 6h45 et nous nous sommes penchés en avant pour regarder. La qualité était bien meilleure que celle de la vidéo sur mon téléphone. On pouvait voir ma mère faire du jogging dans sa veste rose, l'air heureuse et en bonne santé. Puis, environ 30 secondes plus tard, un camion gris est apparu au bout du cadre. Georgia l'a mis en pause et l'a agrandi autant qu'elle le pouvait. C'était définitivement un Ford F-150 et il y avait quelque chose sur le pare-choc arrière qui ressemblait à un autocollant.
mais l'image est devenue trop floue quand elle l'a agrandie davantage. Nous avons vu le camion passer, puis Georgia a ouvert un autre fichier 3 minutes plus tard. Le même camion est revenu en trombe dans l'autre sens, allant trop vite pour une rue résidentielle. Georgia a dit qu'elle avait vu ce camion auparavant de nombreuses matinées à la même heure. Le conducteur saluait habituellement son mari, Frank, quand il était dehors pour ramasser le journal. Frank était aussi un vétéran, et il faisait ce même salut stupide que maman avait fait. C'est là que mon estomac s'est retourné parce que cela signifiait que le conducteur était quelqu'un du monde militaire de papa, quelqu'un qui connaissait maman et papa de leur époque dans l'armée. Georgia m'a fait promettre de ne dire à personne qu'elle avait obtenu les vidéos d'elle. Elle les a gravées sur une clé USB et me l'a tendue, les mains tremblantes. Elle a dit qu'elle espérait que cela aiderait, mais qu'elle ne pouvait pas s'impliquer davantage que cela. Je suis rentrée à vélo dans l'obscurité avec la clé USB dans ma poche, sentant qu'elle pesait 100 livres. La lumière du Porsche était allumée et papa était assis sur les marches d'entrée, les bras croisés. Son visage était rouge, et j'ai tout de suite su qu'il avait appelé chez Pia. Dès que je me suis approchée assez près, il a commencé à crier sur la confiance et l'honnêteté, et comment il ne pouvait pas me perdre aussi. Je voulais tout lui dire sur Georgia et la vidéo, mais quelque chose m'a fait taire. Nous sommes restés là sur le porche avec lui, exigeant de savoir où j'avais vraiment été, et moi refusant de répondre. J'ai commencé à marcher vers la maison, mais il m'a attrapé par le bras et m'a tiré en arrière. Sa prise était assez forte pour faire mal, et je me suis dégagée violemment. Il m'a suivi à l'intérieur et a claqué la porte si fort que les cadres des tableaux sur le mur ont tremblé. Je ne l'avais jamais vu aussi en colère, et cela m'a effrayée, mais cela m'a aussi mise en colère. Il continuait de demander où j'avais été encore, et j'ai gardé la bouche fermée, ce qui l'a mis encore plus en colère. Il a commencé à crier sur le fait que j'aurais pu être blessée ou enlevée ou pire. Je lui ai crié que peut-être s'il avait été présent au cours des 10 dernières années, il aurait le droit d'agir comme un père maintenant. Cela l'a beaucoup affecté, et son visage est passé de rouge à blanc en environ 2 secondes. Il a dit qu'il essayait de me protéger et je lui ai crié que maman était morte. Alors à quoi servait la protection maintenant? Nous sommes restés là dans le salon à nous regarder et à respirer difficilement. Aucun de nous n'a rien dit sur la vidéo ou sur ce que nous savions probablement tous les deux sur qui avait tué maman. Il est allé dans sa chambre et a aussi claqué la porte. Et je suis allée dans la mienne et j'ai fait de même. J'ai pu l'entendre au téléphone à nouveau parler doucement et en colère à quelqu'un, mais je n'ai pas pu comprendre les mots. Le lendemain matin, nous avons pris notre petit déjeuner sans parler, et il est parti au travail sans dire au revoir. J'ai attendu qu'il parte en voiture, puis j'ai cherché le numéro du commissariat de police sur mon téléphone. La dame qui a répondu avait l'air ennuyée jusqu'à ce que je dise que j'avais des informations sur le délit de fuite dans Maple Street. Elle m'a immédiatement transférée à quelqu'un d'autre qui a dit que son nom était le détective Alan Hall. Sa voix semblait fatiguée comme s'il avait été éveillé toute la nuit, mais il s'est animé quand je lui ai expliqué que j'avais des enregistrements vidéo. Il a dit qu'il pouvait me rencontrer après l'école à la cafétéria près du campus, si cela me convenait. J'ai accepté et j'ai passé le reste de la journée à peine à prêter attention en classe. Pia n'arrêtait pas de demander si j'allais bien, et j'ai juste hoché la tête parce que je ne pouvais pas encore tout expliquer. Après la dernière cloche, j'ai marché jusqu'à la cafétéria et j'ai vu un garçon d'environ 30 ans assis dans la cabine du coin avec un cahier. Il s'est levé quand je me suis approchée et m'a serré la main comme si j'étais une adulte, ce qui m'a semblé étrange. Il m'a acheté un chocolat chaud et nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Je lui ai montré la vidéo sur mon téléphone et ses yeux sont devenus sérieux en regardant maman faire ce salut. Il a sorti son cahier et a commencé à écrire rapidement, tout en me posant des questions sur l'horodatage et d'où elle venait. Je lui ai parlé de Georgia Rhodes et de la caméra de sa sonnette, et je lui ai donné son adresse et son numéro de téléphone. Il a tout noté et a dit qu'il la contacterait immédiatement. Puis il m'a demandé si papa avait mentionné quelqu'un qui aurait pu avoir des problèmes avec maman. La façon dont il l'a demandé m'a fait penser qu'il suspectait déjà quelque chose, mais il voulait voir ce que je savais. J'ai dit que papa n'en avait pas beaucoup parlé, ce qui était presque vrai. Il m'a donné sa carte et m'a dit de l'appeler si je me souvenais d'autre chose ou si j'obtenais d'autres vidéos. Ce soir-là, papa était sous la douche et j'ai pu entendre l'eau couler à l'étage. Je suis entrée dans son bureau et j'ai commencé à fouiller dans le classeur où il gardait de vieilles choses. Il y avait une boîte étiquetée « Jour dans l'armée » que j'ai sortie et ouverte sur son bureau. À l'intérieur, il y avait des tas de photos de papa avec d'autres gars en uniforme debout autour de chars et de camions. Je les ai rapidement parcourus, à la recherche de quoi que ce soit qui pourrait aider.
Puis j'ai trouvé une photo qui m'a fait retenir mon souffle une seconde. C'était papa avec 4 autres gars debout devant un pick-up gris. L'un des gars me semblait très familier, mais je ne pouvais pas comprendre pourquoi. J'ai tenu la photo sous la lampe de bureau pour mieux voir, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu l'eau s'arrêter à l'étage. J'ai sorti mon téléphone et j'ai pris une photo rapide de la photo, juste au moment où j'entendais les pas de papa dans les escaliers. Il est entré dans le bureau avec sa robe de chambre, les cheveux encore mouillés, et il m'a vue avec la boîte ouverte. Il n'a pas crié ni s'est fâché cette fois. Il avait juste l'air vraiment fatigué et triste, et s'est assis lourdement sur sa chaise de bureau. Il a regardé la photo dans ma main pendant longtemps sans rien dire. Puis il a pointé du doigt le gars qui avait l'air familier et a dit que c'était Douglas Butler. Ils avaient servi ensemble en Irak et étaient redevenus amis après leur sortie. Il a dit que Doug avait eu des ennuis depuis son retour. La boisson avait empiré et il avait perdu son travail à l'entrepôt l'année dernière. Sa femme l'avait quitté et avait emmené les enfants. J'ai regardé la photo, puis papa, et j'ai posé la question à laquelle nous pensions tous les deux. Douglas aurait-il pu faire ça à maman? Papa ne me regardait pas et continuait de dire que Doug ne ferait pas une chose pareille. Mais la façon dont il l'a dit sonnait comme s'il essayait de se convaincre lui-même plus qu'il ne me convainquait. Il a dit que Doug était un type bien qui n'avait eu que de la malchance. Je lui ai demandé si Doug avait un camion gris, et le silence de papa a été toute la réponse dont j'avais besoin. Nous sommes restés assis là dans son bureau sans parler pendant que tout commençait à avoir du sens. Le lendemain matin, j'ai dit à papa que je me sentais malade et que j'avais besoin de rester à la maison de l'école. Il m'a regardé d'un air suspect, mais est parti au travail quand même. Dès que sa voiture est partie, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher Douglas Butler en ligne. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. Il y avait un article de presse d'il y a 6 mois sur une arrestation pour conduite en état d'ébriété. Douglas Butler, 38 ans, arrêté pour conduite en état d'ébriété et conduite avec un permis suspendu. Cela signifiait qu'il n'aurait pas dû conduire du tout quand maman est morte. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé sa page Facebook, qui était principalement des photos de camions et de drapeaux américains. Je faisais défiler ses publications quand un message est apparu de quelqu'un nommé Maxime Assavo. Il a dit qu'il était journaliste pour un journal local et qu'il avait vu mes messages sur le forum communautaire demandant des informations sur le délit de fuite. Il voulait se rencontrer et comparer les notes sur ce que chacun avait trouvé. Mon premier réflexe a été de l'ignorer. Mais ensuite, j'ai pensé à ma mère et à la façon dont elle méritait justice. Je lui ai répondu et j'ai accepté de le rencontrer à la bibliothèque après l'école demain. Le lendemain, après l'école, je suis entrée dans la bibliothèque et j'ai vu Maxime assis dans une cabine du coin avec son ordinateur portable ouvert et des papiers éparpillés partout. Il a levé les yeux quand je me suis approchée et m'a fait signe. Puis il a immédiatement tourné l'écran de son ordinateur portable vers moi sans même dire bonjour. L'écran montrait des images floues en noir et blanc de ce qui ressemblait à une caméra de circulation. Et j'ai pu voir l'horodatage dans le coin qui montrait la matinée exacte où maman est morte. Maxime a pointé une forme floue dans l'une des images, et je me suis penchée plus près pour mieux voir. C'était définitivement un pick-up, gris ou peut-être argenté avec le faible éclairage, se dirigeant dans la rue qui se connectait à la piste de jogging de maman. L'horodatage indiquait 6h47 du matin, soit 12 minutes avant que quelqu'un n'appelle le 911 pour signaler son corps. Mes mains ont commencé à trembler en regardant l'écran parce que c'était une preuve réelle que quelqu'un se dirigeait vers elle. Maxime a cliqué sur l'image suivante, qui montrait le même camion sous un angle différent. Et bien que la plaque d'immatriculation soit trop floue pour être lue, j'ai pu distinguer ce qui ressemblait à un autocollant de vétéran sur la lunette arrière. Il a sorti un carnet et m'a montré ses notes, en pointant là où il avait écrit « Douglas Butler, habitué du VFW », avec un tas d'heures et de dates en dessous. Alors que Maxime découvrait, Douglas avait dit à tout le monde à la salle de la VFW qu'il était resté chez lui avec la grippe ce matin-là. Mais quand Maxime est allé dans le quartier de Douglas pour demander, le voisin d'à côté a dit qu'il avait vu Douglas sortir de chez lui vers 6h du matin en portant ce qui ressemblait à une boîte à outils. C'était juste au moment où ma mère aurait commencé sa course matinale. Et Douglas connaissait son parcours parce que mon père l'avait mentionné lors de réunions d'anciens combattants quand ils étaient encore mariés. J'ai pris des photos de tout avec mon téléphone pendant que Maxime continuait à sortir d'autres papiers, y compris des impressions de Facebook de Douglas, où il avait posté des choses en colère sur les gens qui n'appréciaient pas les vétérans et sur la façon dont le système était truqué contre des gars comme lui. 3 jours plus tard, j'ai rassemblé le courage de demander à papa si nous pouvions aller au fish fry du vendredi de la VFW parce que j'ai dit que je voulais mieux comprendre ses amis militaires et que cela nous aiderait peut-être à nous deux à guérir.
Papa avait l'air surpris, mais a accepté, pensant probablement que ce serait bien pour moi de voir son réseau de soutien. Nous avons conduit en silence, et j'ai continué à vérifier mon téléphone, prête à envoyer un texto au détective Hall si j'en avais besoin. Le salon de la VFW était un vieux bâtiment qui sentait la cigarette et la nourriture frite avec des drapeaux américains partout et des photos de vétérans recouvrant les murs. Papa m'a emmené à une table où un groupe de vieillards était assis. Et c'est là que je l'ai vu. Douglas Butler riait de quelque chose que quelqu'un avait dit, tenant une bière et ayant l'air tout à fait normal comme s'il n'avait tué personne. Quand il a levé les yeux et nous a vus, tout son visage a changé, passant de joyeux à quelque chose d'autre que je ne pouvais pas lire. Il s'est levé très lentement et s'est dirigé vers nous, et j'ai pu sentir la bière sur lui à 1 mètre de distance. Douglas m'a serré l'épaule trop fort, ses doigts s'enfonçant, et a dit qu'il était vraiment désolé pour ma mère et quelle tragédie c'était. Il a ensuite commencé à décrire sa veste Nike rose, mentionnant les bandes réfléchissantes sur les manches et comment elle la portait toujours pour ses courses matinales. Des détails qui m'ont retourné l'estomac parce qu'il n'y avait qu'une seule façon pour lui de connaître ces choses si parfaitement. Je me suis libérée de sa prise et j'ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes, puis j'ai pratiquement couru dans le couloir en passant devant toutes les photos militaires et les vitrines de prix. Une fois enfermée dans la cabine des toilettes, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un SMS au détective Holt en lui disant que Douglas était ici à la VFW et qu'il venait de décrire parfaitement la veste de maman. Holt m'a répondu immédiatement en me disant de partir tout de suite, qu'il était déjà en route, mais je retournais déjà dans la salle principale parce que je devais voir ce qui allait se passer ensuite. Quand je suis revenue à la table, papa et Douglas étaient là plongés dans une conversation, leurs têtes proches et leur voix basse. Douglas disait quelque chose à propos des obligations et des anciennes dettes, tandis que papa avait l'air d'être sur le point de vomir, son visage tout pâle et moite. J'ai entendu Douglas mentionner quelque chose à propos d'être seul et de garder la bouche fermée sur certaines choses qui se sont passées à l'étranger. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait toute une histoire entre eux que je n'avais jamais connue. Papa m'a vu et a essayé d'agir normalement, mais ses mains tremblaient quand il a pris son verre d'eau. Environ 20 minutes plus tard, le détective Hall est entré en jean et chemise de flanelle comme s'il était un autre gars qui venait pour le fish fry. Mais j'ai vu ses yeux parcourir la pièce et se poser sur notre table. Il s'est approché nonchalamment et a salué papa comme s'ils étaient de vieux amis, puis s'est assis et a commencé à parler du temps et des sports locaux. Mais je l'ai vu vérifier les mains de Douglas à la recherche de coupures ou d'échymoses. Et quand Douglas a posé ses clés sur la table pour sortir son portefeuille, les yeux de Holt se sont fixés dessus pendant 1 seconde avant de se détourner. Pendant tout ce temps, Douglas a continué à boire et est devenu plus bruyant, parlant de l'injustice de la vie et de la façon dont certaines personnes ont tout alors que d'autres sont bousculées. Plus tard dans la nuit, après notre retour à la maison, je me brossais les dents quand papa m'a appelé de manière très abrupte d'en bas. J'ai couru et je l'ai trouvé tenant un morceau de papier par le coin comme s'il pouvait le brûler. Son visage était blanc comme un drap. Quelqu'un l'avait glissé sous notre porte d'entrée pendant que nous étions dans la cuisine et il disait « Arrête de chercher ou tu seras le suivant », en grosses lettres écrites au marqueur noir. Papa a immédiatement appelé le 911 et en 10 minutes, il y avait 2 policiers dans notre maison qui prenaient des photos de la note et posaient des questions sur qui aurait pu la laisser. Ils ont décidé de mettre une voiture de patrouille devant notre maison la nuit et l'agent a dit qu'ils auraient quelqu'un qui surveillerait la maison 24h/24 et 7/7 jusqu'à ce qu'ils découvrent qui faisait les menaces. Je ne pouvais pas m'empêcher de trembler comme si j'avais froid. Même si le chauffage était allumé et que papa s'en est rendu compte et est venu s'asseoir à côté de moi sur le canapé. Il est resté dans ma chambre cette nuit-là, rapprochant ma chaise de bureau de mon lit et s'asseyant là dans le noir, tout comme il avait l'habitude de le faire quand j'avais 5 ans et que j'avais des cauchemars de monstres. Aucun de nous n'a dit quoi que ce soit sur la façon dont c'était différent, parce que le monstre était réel et savait où nous vivions. Le lendemain matin à l'école, je m'assoupissais pendant la première période quand le bureau m'a appelé et j'ai trouvé Amy Lancaster, la conseillère scolaire, qui m'attendait avec ce regard inquiet sur son visage. Elle m'a emmenée dans son bureau, qui avait toutes ses affiches de motivation et une boîte de mouchoirs sur chaque surface, puis s'est assise en face de moi avec un carnet jaune. Elle a dit qu'elle avait entendu parler de ce qui était arrivé à ma mère et voulait voir comment je gérais l'école avec tout ce qui se passait. Amy m'a aidé à dresser une liste de tous mes devoirs manqués et à quel professeur je devais parler pour demander des prolongations. Puis a suggéré que j'essaye d'écrire les faits dans une colonne et les sentiments dans une autre pour m'aider à rester concentrée quand tout semblait écrasant. Elle m'a donné un cahier spécial pour cela
et a dit que je pouvais venir la voir quand j'aurais besoin de parler ou simplement d'un endroit calme pour m'asseoir. Je faisais défiler mon téléphone pendant le déjeuner quand j'ai vu l'article de Maxime apparaître sur le site d'information locale avec le titre qui posait des questions sur des incidents de circulation récents dans notre région. Il ne nommait pas spécifiquement ma mère, mais quiconque connaissait l'accident reconnaîtrait les détails comme l'heure et le lieu, et le fait qu'aucun conducteur n'avait encore été arrêté. La section des commentaires était déjà en ébullition avec des gens partageant leurs propres histoires d'accidents qui semblaient suspectes. Et une femme a écrit que son frère avait été heurté par quelqu'un qui était censé s'être endormi au volant, mais des témoins avaient vu le conducteur accélérer juste avant l'impact. J'ai fait une capture d'écran de tout et j'étais sur le point d'envoyer un SMS à papa quand mon téléphone a sonné et que le nom du détective Holt est apparu à l'écran. Il m'a dit qu'il progressait et qu'il venait d'obtenir l'autorisation d'ordonnance judiciaire pour obtenir les registres téléphoniques et vérifier les ateliers de carrosserie locaux à la recherche de camions gris qui auraient été amenés pour réparation après la mort de ma mère. Sa voix sonnait différemment cette fois, plus confiante, et il a mentionné que l'enregistrement de la sonnette que Georgia leur avait donnée avait été vraiment utile car il montrait des détails clairs sur la marque et le modèle du camion. Après l'école, je suis rentrée directement à la maison au lieu de rester pour l'entraînement d'athlétisme et j'ai trouvé la voiture de papa déjà dans l'allée, ce qui était étrange car il ne rentrait jamais avant 18 heures. Je suis entrée et je l'ai trouvé assis au bureau de maman en train de parcourir tous ses papiers et dossiers avec ce regard sur son visage comme s'il était sur le point de vomir. Il a pris l'agenda de maman et a souligné une entrée 2 jours avant sa mort qui disait « Discussion de près DB 15 heures », écrit de sa belle écriture soignée. DB devait être Douglas Butler. Et nous savions maintenant avec certitude qu'ils étaient en contact juste avant sa mort. Les mains de papa tremblaient alors qu'il me montrait d'autres pages où maman avait noté le fonds d'urgence pour les vétérans qu'elle aidait à coordonner et comment Douglas continuait de demander de l'argent pour ses factures et se mettait en colère lorsque le comité votait non. Elle avait écrit « Doug devient agressif, je dois documenter ». En marge d'une page, elle avait souligné 2 fois. Nous nous sommes assis là pendant un moment à regarder toutes ces preuves que maman savait que Douglas devenait un problème, mais elle ne savait pas à quel point il était vraiment dangereux. Papa a dit que nous devrions tout apporter au détective Hall, mais avant cela, il voulait aller voir l'atelier de carrosserie que Maxime avait mentionné dans son article. Nous avons traversé la ville jusqu'à cet endroit d'apparence miteuse, avec un tas de voitures endommagées sur le terrain. Et quand nous sommes entrés, le propriétaire est immédiatement devenu nerveux, comme s'il savait pourquoi nous étions là. Papa a demandé des pick-up gris, qui auraient pu entrer récemment. Et le gars a commencé à dire qu'il ne pouvait pas discuter du travail des clients pour des raisons de confidentialité, mais ses yeux continuaient de clignoter vers un presse-papier sur son bureau, où je pouvais clairement voir le nom de Douglas en haut d'un ordre de travail. Le propriétaire continuait de s'essuyer les mains sur sa combinaison et disait qu'il nous faudrait une ordonnance du tribunal pour voir des dossiers, mais tout le temps, il s'éloignait de nous comme s'il avait peur. Nous sommes partis sans insister, mais j'ai pris une photo de la plaque d'immatriculation d'un camion gris garé à l'arrière qui avait de la peinture fraîche sur le pare-choc avant. Ce soir-là, le détective Holt nous a envoyé un SMS à mon père et à moi disant qu'ils avaient de confirmer que le camion de Douglas était dans cet atelier de carrosserie 2 jours après la mort de maman pour un remplacement de pare-choc avant et une nouvelle peinture. Il a dit que l'enquête se concentrait officiellement sur Douglas maintenant et qu'ils construisaient un dossier solide, mais qu'ils avaient besoin de quelques jours de plus pour tout mettre en place. Le service commémoratif a eu lieu ce week-end-là, et j'ai passé toute la matinée à vomir parce que je ne pouvais pas supporter l'idée de me tenir devant tout le monde pour parler de maman, alors que nous savions que quelqu'un l'avait assassinée. Nous sommes arrivés à la maison funéraire tôt pour installer les tableaux photos et les arrangements floraux quand j'ai vu Douglas entrer dans un costume noir qui avait l'air neuf. J'ai eu la chair de poule, et j'ai agrippé le bras de papa si fort qu'il a grincé, mais il a juste murmuré que nous devions agir normalement et ne pas laisser Douglas savoir qu'il était dans notre viseur. Douglas s'est approché et nous a serrés tous les deux dans ses bras, disant combien il était désolé. Et tout le temps, je regardais ses bottes, qui avaient de petites taches de peinture en aérosol, comme s'il s'était tenu trop près quand quelqu'un peignait. Pendant le service, je l'ai vu se diriger vers le livre d'or et écrire quelque chose, pendant que tout le monde écoutait le pasteur parler de la vie de maman. Après que tout le monde soit parti pour la réception, je suis revenue et j'ai regardé ce qu'il avait écrit, et là il était dans son écriture désordonnée. Juste 2 mots, « Pardonne-moi ». Ce qui m'a retourné l'estomac, parce que ce n'est pas ce que les gens innocents écrivent aux funérailles.
À la réception, Georgia m'a trouvé près de la table de nourriture et m'a écartée pour me murmurer qu'elle avait donné à la police d'autres enregistrements de la nuit avant la mort de maman. Sa caméra avait capturé le camion de Douglas passant devant chez elle 3 fois entre minuit et 2 heures du matin, comme s'il vérifiait le quartier et planifiait son parcours. Elle a dit que le détective lui avait dit que c'était vraiment important parce que cela montrait une préméditation et aiderait à prouver que ce n'était pas juste un accident ou un coup de tête. J'étais assise dans ma chambre cette nuit-là en essayant de faire mes devoirs quand le détective Holt a appelé et a dit qu'ils allaient arrêter Douglas à la première heure demain matin. Il voulait que nous le sachions à l'avance parce que Douglas pourrait essayer de nous contacter ce soir et que nous devrions appeler le 911 immédiatement s'il apparaissait à notre maison. Papa et moi sommes restés éveillés à regarder la télévision, mais aucun de nous ne regardait vraiment, attendant juste que quelque chose de mal se produise. Vers minuit, papa m'a dit d'aller me coucher, mais je n'ai pas pu dormir, alors je me suis juste allongée là à vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes. Exactement à 2h14, le téléphone de papa a commencé à sonner sur le comptoir de la cuisine, et nous nous sommes tous les deux levés en même temps. L'écran affichait le nom de Douglas, et papa a mis le haut-parleur en marche pendant qu'il attrapait son vieil enregistreur de cassette du tiroir à ordures. Douglas traînait les mots, disant que c'était un accident et qu'il n'avait jamais voulu que cela arrive. Il n'arrêtait pas de répéter le nom de maman et ensuite quelque chose à propos du prêt et de la façon dont elle n'aurait pas dû dire non. J'envoyais déjà un SMS au détective Holt avec tout ce que Douglas disait pendant que papa le laissait simplement divaguer. Douglas a commencé à pleurer et a dit qu'il voulait juste lui faire peur, lui faire comprendre à quel point il était désespéré. Mais le camion était trop rapide et il n'a pas pu s'arrêter à temps. Le visage de papa est devenu complètement blanc, mais il a gardé l'enregistreur allumé pendant que Douglas confessait essentiellement tout, y compris comment il avait surveillé le parcours de jogging de maman pendant des semaines. L'appel a duré 17 minutes avant que Douglas ne s'évanouisse ou ne raccroche, et papa a immédiatement appelé le détective Holt, qui a dit que les unités étaient déjà en route pour aller chercher Douglas. À 6 heures du matin, l'arrestation faisait la une de tous les sites d'information locaux, avec la photo du dossier de Douglas, qui le montrait l'air bourru avec les yeux injectés de sang et une barbe grise. À l'école, tout le monde me regardait et murmurait parce que l'article mentionnait mon père et moi par nos noms en tant que famille de la victime. Certains enfants sont venus et m'ont serré dans leurs bras ou m'ont dit qu'ils étaient désolés, mais d'autres, en particulier ceux dont les papas étaient à la VFW avec Douglas, sont passés sans contact visuel. Jake Tommy m'a en fait bousculé exprès et a murmuré quelque chose à propos des balances, ce qui a fait que Pia s'est interposée entre nous, prête à se battre. 3 jours plus tard, nous avons reçu un appel du bureau du procureur de district nous demandant de venir à une réunion concernant les accusations. Le procureur était une femme âgée aux cheveux gris rassemblés qui a étalé tous ses documents montrant le casier judiciaire de Douglas, y compris 2 précédents DUI et le permis suspendu. Elle a expliqué qu'il l'accusait d'homicide involontaire, de délit de fuite après un accident mortel, de conduite avec permis suspendu et d'autres choses qui pourraient totaliser 25 ans. Papa a demandé si cela signifiait un procès, et elle a dit que probablement pas parce que l'avocat de Douglas demandait déjà des accords de culpabilité. Effectivement, le lendemain matin, l'avocat de Douglas a appelé notre maison en essayant d'organiser une réunion. Papa l'a mis sur haut-parleur et le gars a immédiatement commencé à parler de la façon dont tout cela était un terrible accident et que Douglas souffrait de SSPT et de problèmes d'abus de substances. Il voulait plaider coupable d'un chef d'accusation mineur d'homicide involontaire et obtenir peut-être 5 ans avec des programmes de traitement. Mais j'ai attrapé le téléphone et je lui ai parlé de la vidéo qui montrait que Douglas avait visé maman directement. L'avocat s'est tu et a dit qu'il devrait examiner ses preuves, mais qu'il pensait toujours que nous pourrions parvenir à un accord, ce qui m'a tellement mis en colère que j'ai jeté le téléphone à l'autre bout de la pièce. Une semaine plus tard, papa a reçu une lettre de la VFW disant que certains membres avaient créé un fonds de défense juridique pour Douglas, car c'était un vétéran en détresse qui méritait du soutien. Pas de l'abandon. Papa s'est assis à la table de la cuisine pendant 1 heure à écrire une réponse expliquant pourquoi il ne pouvait pas garder le silence sur son ami qui assassinait son ex-femme, même si cela signifiait perdre toute sa communauté. Il l'a posté par la poste, mais l'a également publié sur Facebook, ce qui a provoqué une énorme dispute avec des gens qui prenaient un parti et s'appelaient des traîtres. 2 semaines après toute cette affaire judiciaire, la femme de Douglas, Linda, s'est présentée à notre porte avec une boîte de papier. Elle avait l'air épuisée et a dit qu'elle avait demandé le divorce et qu'elle voulait que nous sachions la vérité sur ce que Douglas disait avant la mort de maman.
Elle nous a montré ses SMS où Douglas déblatérait sur les gens qui le trahissaient. Et le nom de maman apparaissait encore et encore, l'appelant une sainte nitouche, et disant qu'elle avait besoin qu'on lui donne une leçon. Linda avait également des reçus de bar, montrant Douglas boire tous les soirs, pendant des mois, et des enregistrements de sa sonnette Ring, de lui rentrant chez lui ivre, en parlant de se venger de tous ceux qui lui avaient fait du tort. Nous avons tout donné au détective Hall, qui a dit que cela aiderait vraiment l'affaire. Le week-end suivant, je suis allée à vélo chez Georgia pour la remercier d'avoir eu le courage de partager ses enregistrements. Elle a préparé du thé à la camomille, et nous nous sommes assises sur son porche sans beaucoup parler. Mais c'était agréable d'être avec quelqu'un d'autre qui a fait ce qui était juste, même si c'était effrayant. Elle m'a dit que son mari était en colère contre elle pour s'être impliqué, mais qu'elle ne pourrait pas vivre avec elle-même si elle était restée silencieuse. Papa a trouvé un groupe de soutien pour le deuil au centre communautaire et m'a convaincue d'y aller. Bien que je ne veuille pas parler de mes sentiments avec des inconnus, lors des premiers trajets aller-retour, nous nous sommes assis là à écouter d'autres personnes partager leurs histoires. Mais lors des trajets aller-retour, papa a commencé à me raconter des choses sur maman que je ne savais pas, comme qu'elle avait l'habitude d'écrire de la poésie et qu'elle voulait être enseignante avant de rejoindre l'armée, et comment elle a pleuré pendant 3 jours quand elle a appris que j'étais enceinte d'elle parce qu'elle était si heureuse. Après 6 semaines d'aller-retour judiciaire, le procureur de district a appelé avec la nouvelle que Douglas avait accepté de plaider coupable d'homicide involontaire. 15 ans sans possibilité de libération conditionnelle anticipée. De plus, il devait payer une restitution, bien que tout le monde sache qu'il était fauché. Papa et moi avons dû aller au tribunal pour l'audience de plaidoyer de culpabilité, où Douglas se tenait en combinaison orange et a réellement admis avoir tué maman exprès parce qu'il était en colère contre le refus du prêt. L'entendre le dire à voix haute l'a rendu réel d'une manière qui m'a frappé si fort que j'ai dû courir aux toilettes et vomir. L'école est devenue plus facile après que l'accord de culpabilité soit devenu public et que le drame se soit calmé. Pia est restée à mes côtés pendant tout cela, et même Madame Hara a commencé à voir comment j'allais entre les cours, m'appelant « chérie », comme si c'était tout à fait normal maintenant, ce qui d'une manière ou d'une autre me faisait me sentir mieux. Papa est apparu à ma porte le samedi matin suivant, avec des boîtes en carton, et a dit que nous devions faire le tri dans le bureau de maman à la maison. Nous avons conduit en silence, et je n'étais pas revenue depuis ce matin-là où elle était partie pour sa course. Sa tasse de café était toujours sur le comptoir, avec un anneau de café sec au fond. Papa a commencé par les tiroirs de son bureau, pendant que je m'occupais de l'armoire pleine de ses vêtements de travail, qui sentaient encore son parfum. Nous avons emballé la plupart des blazers et des robes pour les donner. Mais quand j'ai trouvé ces vieux uniformes de l'armée suspendus à l'arrière, papa les a attrapés et les a serrés contre sa poitrine. Derrière les uniformes, j'ai trouvé une boîte à chaussures remplie de lettres avec nos noms. Jamais envoyées, toutes datées de différentes années après le divorce. Papa a lu la première et a dû s'asseoir par terre. La mienne parlait de sa fierté à mon égard et de la façon dont elle souhaitait que les choses aient été différentes avec papa. Mais elle n'a jamais cessé d'espérer que nous retrouverions d'une manière ou d'une autre notre chemin les uns vers les autres. Il s'est passé 3 mois avant que je puisse même penser à courir à nouveau. Mais un matin, j'ai enfilé la veste Nike rose de maman et j'ai noué mes chaussures. Le parcours qu'elle empruntait chaque matin commençait à notre maison et allait jusqu'au parc où la communauté avait installé un banc commémoratif portant son nom. Mes jambes ont tremblé pendant le premier kilomètre, mais quand je suis arrivée au banc et que je me suis assise, je n'ai pas pleuré pour la première fois depuis que tout cela était arrivé. Le détective Holt nous a envoyé le dossier final du casier judiciaire avec toutes les preuves qu'ils avaient recueillies, et il était plus épais qu'un annuaire. Les relevés financiers montraient que Douglas devait plus de 80 000 $ entre dettes de jeu et entreprises ratées. Il avait demandé au fonds d'urgence pour vétérans que maman gérait 6 fois et avait été refusé à chaque fois, car il n'avait jamais fourni la documentation appropriée. Le détective a mis en évidence un email où Douglas avait écrit que maman ruinait sa vie en étant si stricte avec les règles et que quelqu'un devait lui apprendre que les actions ont des conséquences. Papa a commencé à se présenter à mes événements scolaires par la suite. D'abord juste ma présentation de chimie, puis le concert de printemps où j'ai joué de la clarinette, puis même la stupide vente de gâteaux pour la collecte de fonds. Il a rencontré Pia de manière appropriée au concert, et elle lui a raconté comment nous étions amis depuis le collège et comment maman nous emmenait au centre commercial tous les vendredis. Les lettres d'acceptation de l'université ont commencé à arriver en avril, et j'ai été acceptée dans 3 écoles, mais celle qui comptait est arrivée le jour de l'anniversaire de maman. Le comité des bourses a écrit que mon essai sur « La recherche de la justice tout en traitant le deuil »
faisait preuve d'une maturité inhabituelle et qu'il m'offrait une bourse complète. Georgia Rhodes a appelé cette même semaine pour nous inviter à dîner dimanche. Et c'est devenu une routine où nous y allions et elle faisait un rôti pendant que son mari parlait à papa de ses années de service. Elle m'a dit une fois en faisant la vaisselle que témoigner de l'enregistrement vidéo était la chose la plus effrayante qu'elle ait jamais faite. Mais nous voir nous battre pour la vérité lui a fait réaliser que certaines choses valent la peine d'avoir peur. Lors de la remise des diplômes, j'ai épinglé l'insigne de l'armée de maman sur ma toge, juste au-dessus de mes cordons de la société d'honneur. Et quand mon nom a été appelé, papa s'est levé dans les gradins et a applaudi si fort que tout le monde s'est retourné pour regarder. Il pleurait et applaudissait en même temps, et ne se souciait plus de qui le voyait. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce matin où tout a changé, et j'étais assise sur le banc commémoratif de maman après ma course matinale. Ce n'était pas parfait, et certains jours faisaient encore tellement mal que je ne pouvais pas sortir du lit, mais j'allais vraiment bien, pas juste en faisant semblant. La mort de maman avait tout détruit, mais d'une manière ou d'une autre. Dans toute cette destruction, papa et moi nous sommes retrouvés et avons construit quelque chose de nouveau à partir des morceaux. La vérité sur Douglas avait éclaté et justice avait été rendue, même si cela ne pouvait pas la ramener. Je savais que maman aurait exactement voulu cela, que nous retrouvions notre chemin pour redevenir une famille, même si elle ne pouvait pas être là pour le voir.